Parlons douleur, un balado du réseau québécois de recherche sur la douleur. À chaque épisode, on discute avec des mots simples des dernières avancées avec des invités du milieu de la santé et de la recherche. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons douleur. Mon nom est Myriam Zariou et je viens tout juste de terminer ma maîtrise recherche en sciences de la santé à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, ou pour faire plus court, l'UQAT. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter la professeure Anaïs Lacasse, titulaire de la chaire de recherche institutionnelle en épidémiologie de la douleur chronique de l'UQAT. Ensemble, nous allons parler de son parcours, de ses projets et de la réalité de la recherche en douleur en contexte de régions éloignées. Bonjour Anaïs et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Myriam. J'ai plusieurs questions à vous poser, mais je souhaiterais débuter par celle-ci. Pourquoi avez-vous choisi la carrière de professeur d'université, et en particulier à l'UQAT, une université située à plus de 600 km de Montréal, qui est le plus proche grand centre urbain? En fait, Myriam, je vais commencer par définir c'est quoi le métier du professeur d'université pour pouvoir mieux expliquer pourquoi j'aime ça. En fait, les profs d'université ils ont plusieurs volets dans leur travail. Par exemple, on fait de l'enseignement, bien sûr, comme tout bon prof, mais aussi il y a la recherche, l'implication dans la communauté, puis aussi des tâches administratives. Donc, des tâches administratives comme diriger des départements, des équipes ou des comités. En fait, moi, c'est la recherche qui m'allume, puis c'est pour ça que j'ai choisi ce métier-là. Puis le plus beau dans tout ça, c'est que j'ai la liberté de pouvoir travailler sur ce qui me passionne, puis dans mon cas, c'est le traitement de la douleur chronique. Je peux ainsi contribuer à ma façon aux défis de société, puis aussi former des étudiantes et des étudiants qui sont en fait les futures générations de scientifiques, puis ça, c'est vraiment stimulant. Pourquoi l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue? En fait, c'est à Rouyn-Noranda plus précisément. En fait, je viens d'ici. J'ai grandi ici, puis même si je suis allée faire mes études à Montréal pendant 8 ans, après ça, j'ai décidé de revenir dans ma région d'origine. Puis on entend souvent que tu peux sortir la fille de l'Abitibi, mais jamais sortir de l'Abitibi de la fille. En fait, c'est dans mon cas, c'est ça. Qu'est-ce qu'une région éloignée? Et est-ce qu'on peut affirmer que c'est un milieu rural? Ça, c'est une excellente question, Myriam, auquel c'est important de s'intéresser. C'est important de faire la distinction entre la ruralité et l'éloignement, puis malheureusement, les gens vont toujours mettre ça dans le même panier comme si c'était la même chose. Mais ce n'est pas après tout. Quand on parle de rural, on regarde la densité de la population ou en d'autres mots, à quel point il y a du monde. Vous savez, au Canada, là, il y a beaucoup de place, puis pas beaucoup de monde au mètre carré, au kilomètre carré par rapport à d'autres pays. On a des zones faiblement peuplées, puis ça, c'est ce qu'on appelle des zones rurales. Il y a plusieurs définitions, en fait, quand on s'intéresse à la ruralité. On peut désigner ça des fois comme des communautés de moins de 10 000 habitants, qu'on pourrait appeler une zone rurale, mais aussi une autre façon. Par exemple, regardez votre code postal. S'il y a un 0 en deuxième position, par exemple, si votre code postal commence par J0N, alors vous habitez en zone rurale. L'éloignement maintenant. En fait, ça, c'est pas lié à la densité de la population, c'est plutôt la distance avec les grands centres urbains comme Montréal puis Québec. Le Québec, en fait, il est divisé en 17 régions, puis il y en a 6 de ces régions-là qui sont désignées comme des régions éloignées. Donc oui, il y a l'Abitibi-Témiscamingue, mais il y a aussi le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, la Côte-Nord puis le nord du Québec. Donc, en gros, zone rurale et région éloignée, ça veut pas dire la même chose. Puis, il faut vraiment éviter de les utiliser interchangeablement. On peut vivre en zone urbaine, mais éloignée, comme par exemple nous ici, à Rouyn-Noranda, mais aussi on peut vivre en région rurale et non éloignée, comme par exemple dans la municipalité d'Oka, qui est tout près de Montréal. OK, merci. Ensuite, on va passer à la troisième question. Pourquoi est-ce important de faire de la recherche en contexte de régions éloignées
ou en milieu rural, et tout particulièrement sur la douleur chronique? Ça aussi, c'est une bonne question. En fait, la ruralité, on l'étudie souvent dans les recherches. C'est après tout là, 1 personne sur 5 au Québec qui vit en zone rurale. L'éloignement, par contre, comme quand on pense à l'Abitibi-Témiscamingue, on en entend moins souvent parler dans les recherches scientifiques. Puis, c'est 12% des gens au Canada, puis 10% des gens au Québec qui vivent en région éloignée. Si on compte ça en nombre de personnes, c'est donc plus de 85 000 Québécoises et Québécois. Fait que ça en fait du monde pour qui c'est important de s'intéresser à leur santé. Récemment, là, avec Claudie Audette, qui étudie à la chaire, on vient de publier un article scientifique qui s'intitule en anglais « Where we live matters ». Puis ce projet-là, en fait, démontre que le traitement de la douleur chronique varie si on habite une région éloignée ou non. Ce qu'on a trouvé, c'est que les personnes en région éloignée utilisent moins de médicaments pour leur douleur et aussi, ils vont moins souvent combiner les approches médicamenteuses et non médicamenteuses. Aussi, pour la gestion de leur douleur chronique, ils vont moins souvent utiliser le cannabis. De façon générale, là, si on se penche sur ce que la littérature nous dit, dans les régions éloignées et aussi rurales du monde, en fait, l'organisation puis aussi la planification des soins comportent des défis. Puis souvent, ça va aller affecter l'accès aux soins pour les gens de ces zones et régions-là, puis aussi l'équité des soins. Donc, la région de résidence, c'est important de s'y intéresser en recherche. C'est un déterminant qu'on va appeler social de la santé qu'on veut considérer. Puis, c'est important de considérer non seulement la ruralité, mais aussi l'éloignement. Surtout quand on pense qu'il y a des recherches qui disent que la douleur chronique est plus fréquente, par exemple, en zone rurale. Donc, que ça soit pour la santé en général ou la recherche en douleur chronique, tenir compte de la région, c'est important. Donc, où on vit, c'est important. Okay. Alors, je sais que vous avez une formation initiale en biologie. Actuellement, toutes vos recherches se concentrent sur le traitement de la douleur chronique. Alors, comment avez-vous effectué cette transition? T'as raison, Myriam. En fait, j'ai un bac en biologie. La biologie, c'est la science du vivant. Hein, tu le sais, tu viens de ce domaine-là, toi aussi. Les bactéries, les plantes, les animaux, les humains, leur environnement. Donc, c'est pas mal tout ça, la biologie. En fait, j'ai étudié tout ce qui est tout petit, mais aussi ce qui est plus gros. Donc, comme quand on s'intéresse au corps humain. Puis c'est là que j'ai eu la piqûre. En fait, c'est les cours sur les effets des médicaments sur le corps qui ont vraiment piqué ma curiosité, et particulièrement quand on discutait des usages de différents médicaments qui ont différents effets. C'est à cause de ça, en fait, que j'ai décidé de me spécialiser au moment de mes études doctorales sur l'usage de médicaments dans les grandes populations, donc dans la communauté. OK. Donc, plus précisément, c'est l'épidémiologie de la douleur chronique qui vous passionne, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que c'est au juste? Bien, Myriam, on pourrait commencer par parler de c'est quoi une épidémie. On pense souvent à une infection, hein. On vient juste d'en vivre une épidémie, là, avec des montées de cas de COVID, puis puisque c'était à l'échelle mondiale, ben c'est là qu'on qualifie l'épidémie de pandémie. Moi, je m'intéresse à une épidémie d'une maladie qui est pas transmissible. C'est pas une infection, c'est une maladie chronique, donc la douleur chronique. En fait, c'est 1 personne sur 5 qui va avoir de la douleur chronique quand on se penche sur les statistiques, que ça soit au Québec, au Canada ou ailleurs dans le monde. Puis, la douleur chronique, ça touche plus souvent les femmes. Puis, pourquoi on peut dire que la douleur chronique, c'est une épidémie? C'est qu'on remarque avec les années une augmentation de sa fréquence. Donc, plus ça va avec les années, plus il y a des gens dans notre population qui vivent avec de la douleur chronique. Donc, parmi ces facteurs-là, pourquoi ça augmente? En fait, il y a entre autres le vieillissement de la population, parce que plus on vieillit, plus on a des chances de rapporter de la douleur chronique. J'aimerais toutefois qu'on fasse une petite parenthèse là, en fait, parce que c'est pas parce qu'on est âgé que c'est normal d'avoir mal. Donc, ça, c'est un préjugé fréquent qui nuit à la recherche au traitement de la douleur chronique. Donc, oui, plus on vieillit, on a plus de chances d'avoir mal, mais il faut quand même bien essayer de gérer sa douleur. Mais en gros, l'épidémiologie de la douleur chronique, on va regarder dans des grandes populations à quel point c'est fréquent. On va s'intéresser aux facteurs de risque. Je vous ai nommé par exemple l'âge ou le sexe. Aussi, on va s'intéresser aux impacts dans la communauté puis à l'usage de traitements dans la vie réelle, donc dans la population. Quelle est, selon vous, la force principale du domaine de recherche que vous avez choisi?
Je dirais que épidémiologie puis statistique, ça va main dans la main. Donc, déjà, on pense à des stats. On pense à grande population, ça je l'ai déjà nommé. Donc, je dirais que ce domaine-là, c'est vraiment la force du nombre. Les statistiques sur des communautés toutes entières, puis on va faire ça grâce à des sondages à grande échelle, par exemple dans toute la province ou dans tout le Canada, ou encore à des grandes banques de données existantes, comme celle de l'Assurance maladie du Québec. Donc ça, c'est des données avec lesquelles on est capable d'étudier des grandes populations. Donc, plus on est capable d'aller voir beaucoup de gens, plus on va être capable d'aller détecter des tendances, par exemple des sous-groupes de personnes qui méritent notre attention, ou des patrons d'usage de médicaments ou d'utilisation de ressources de santé qu'on voudrait améliorer. Donc, en épidémiologie, on essaie de pointer où il y a des problèmes pour essayer de mieux planifier les solutions. OK. Donc, comment votre travail actuel contribue-t-il à l'amélioration du traitement de la douleur chronique? Bien, en fait, c'est ça. En épidémiologie, il faut comprendre qu'on n'offre pas de traitement. Donc, nous, on teste pas des médicaments, on n'offre pas des traitements à la population. Par contre, on va aller produire des statistiques, on va calculer des statistiques dans nos grosses bases de données pour mettre le doigt sur les problèmes. Avec ces statistiques-là, on va vouloir convaincre les cliniciens, aussi les décisionnaires et la société au grand complet qu'il faut se mettre en mode solution. Donc, je vais vous donner un exemple. Là. Récemment, on a fait un projet chez presque 2000 Québécois et Québécoises qui vivent avec de la douleur chronique. Puis, on a démontré que c'était 7 sur 10 personnes qui utilisaient au moins 5 médicaments en même temps. Donc, c'est quand même beaucoup. Quand on s'est penché sur le pourcentage de gens qui utilisaient 10 médicaments ou plus, ben là, c'était 1 personne sur 4. Donc, avec ce genre de statistiques-là, on n'est pas en train d'offrir un traitement, mais on est en train de mettre le doigt sur un potentiel problème. Parce que, en fait, utiliser plusieurs médicaments en même temps, des fois, il y a des bénéfices. On va traiter les différentes maladies, les symptômes qu'on a. Par contre, il peut y avoir des risques, des effets secondaires, mais aussi des risques si on est mal accompagné. Parce qu'on sait, c'est pas tout le monde qui a de la douleur chronique qui a accès à des soins optimaux puis en temps opportun. Fait que nos résultats, dans le fond, c'est un appel à l'action pour mettre en place des outils, puis un peu catalyser le fait que les gens planifient un accompagnement pour les personnes pour qu'ils utilisent leurs médicaments de façon optimale, puis qu'ils soient bien accompagnés, que ce soit pour leurs médicaments prescrits ou ceux qui sont en vente libre à la pharmacie. Là. D'accord. Si vous aviez un budget illimité, qu'en feriez-vous? Est-ce que j'ai le droit de dire 2 choses? Je vais en dire 2. Tout d'abord, je pense que je m'assurerais que tout le monde ait accès gratuitement aux soins qu'ils ont besoin. Puis ça, c'est peu importe leur assurance, la grosseur de leur portefeuille ou leur lieu de résidence. On parlait des régions tantôt. Parce que il y a plusieurs approches de traitement de la douleur chronique, là. Par exemple, des traitements comme la physiothérapie ou la psychothérapie qui ont leur place pour bien vivre avec la douleur chronique, mais qui sont pas nécessairement couvertes par l'assurance maladie publique. Puis c'est pas tout le monde qui a accès à une assurance. C'est souvent quand on a une assurance avec notre employeur ou l'employeur de notre partenaire. Mais si on n'a pas accès à une assurance, bien finalement, on n'a pas accès à ces traitements-là. Fait que finalement, en gros, j'aimerais ça que tous les traitements puissent être accessibles pour tout le monde. Puis ça, bien sûr, ça coûte très cher, mais tu m'as parlé d'un budget illimité. Il y a une autre chose aussi, je dirais la formation des professionnels de la santé en douleur, c'est encore insuffisant en termes de gestion de la douleur chronique. Depuis 15 ans, on a vraiment fait du chemin. Là, je me rappelle l'étude de Watson et collaborateurs en 2009 qui démontrait que nos vétérinaires au Canada avaient plus d'heures de formation en douleur que nos médecins, infirmières, physiothérapeutes et pharmaciens. Donc ça, on a beaucoup fait de chemin depuis ce temps-là, depuis 15 ans. Mais quand même, il reste du travail à faire. Fait que si j'avais un budget limité, j'offrirais une prime à tout le personnel soignant de première ligne déjà en place pour qu'ils puissent avoir une formation adéquate sur la gestion de la douleur, avoir les bons outils et avoir aussi le temps de prendre part là à l'équipe qui se fait entre le professionnel de la santé et la personne qui a la douleur chronique. Donc, ça serait mon deuxième souhait, avec un budget limité. Anaïs, si vous deviez retracer votre carrière en tant que professeur à l'UQAT depuis ses débuts jusqu'à maintenant, de quoi êtes-vous particulièrement fière?
Je me souviens que quand je pensais à revenir en région, on m'avait déjà dit, ah, Anaïs, en recherche, pour que ça fonctionne, faut que tu restes à Montréal, faut que tu restes dans les grands centres. Je suis assez entêtée, donc j'ai décidé de revenir en région quand même, puis je suis vraiment fière d'avoir réussi à faire ce que j'aime, à faire de la recherche en région, à développer ma programmation de recherche. Puis j'ai vraiment réussi à bâtir une merveilleuse équipe à la chaire, des étudiantes, des patients partenaires, des professionnels, des collègues. Puis on a vraiment du plaisir à faire notre science, là. Une de nos forces, je pense que c'est la diversité de nos perspectives. On a des infirmières, des gens en biostatistiques, des travailleuses sociales, des gens en physiothérapie, des patients partenaires qui ont l'expérience vécue de douleur. Donc, tout ce monde-là ensemble, ça fait vraiment des beaux projets. Puis je suis vraiment fière d'où on en est là, à la chaire de recherche en épidémiologie de la douleur à l'UQAT. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite poursuivre la même carrière dans la recherche sur la douleur? Je dirais que peu importe où on vit ou où on travaille, un facteur de succès, c'est vraiment le réseau. C'est travailler en équipe. Donc, en fait, je fais partie du réseau québécois de recherche sur la douleur depuis longtemps. Puis ce réseau-là, vraiment, là, dans ma carrière, a fait toute une différence depuis que je suis étudiante. J'ai eu des opportunités, du soutien, j'ai pu développer des collaborations, puis aussi développer mon leadership. Donc, je suis dans ce réseau-là depuis que j'étais étudiante, mais maintenant, j'en suis la co-directrice. Puis, justement, là, le présent balado qu'on fait, c'est un des programmes qui est offert aux personnes étudiantes. Donc, de développer un dialogue entre la science et la société. Donc, toutes ces opportunités-là là, fait une différence pour les nouveaux chercheurs et chercheuses ainsi que leurs étudiants. Ok, parfait. À la fin, nous aimerions connaître 2 mots qui reflètent mieux Anaïs Lacasse. Je pense que... J'imagine que j'espère que je vous ai transmis ma passion pour la recherche. Donc, je pense que je suis passionnée. Puis aussi, je me qualifie comme une personne dynamique. Donc, j'aime ça avoir du plaisir au travail. J'aime ça développer des nouveaux projets. Donc, le dynamisme. Merci infiniment Anaïs pour vos réponses, un parcours inspirant et des discussions qui nous donnent le goût d'élargir les horizons de nos recherches. Je vous souhaite beaucoup de succès dans toutes vos futures initiatives. Mais merci à toi, Myriam, d'avoir préparé cette belle entrevue-là. C'était super le fun de pouvoir partager avec toi et aussi avec nos auditeurs là, ce qu'on fait ici en Abitibi. Puis, bonne chance avec tes nouveaux projets professionnels. Tu viens de terminer ta maîtrise, donc pour toi, c'est un nouveau chapitre. Oui, merci beaucoup, Anaïs. Merci d'avoir écouté Parlons douleur. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer un épisode et à partager le balado avec vos amis. Pour plus d'informations, visitez notre site web rqrd.ca ou encore notre chaîne YouTube en cherchant Réseau québécois de recherche sur la douleur. À la prochaine!